Nice, Cannes, Monaco et Monte-Carlo. Tous ces noms de villes sur la Côte d'Azur évoquent la richesse, le glamour et des beautés féeriques. En un mot, un rêve. Et je suis allé en France pour voir les chanceux dont ce rêve s'est réalisé. Tout d'abord, découvrons combien les gens gagnent ici et comment ils réussissent à obtenir un logement gratuitement, à se procurer de la nourriture et même à voyager en train, et ça montait jusqu'à 4-5. Ici, ils prennent même le train jusqu'à Paris, gratuitement. Je n'ai rien volé. Découvrons le quartier russe à Cannes. Et si c'est dangereux à Nice la nuit? Nous avons même des femmes de ménage qui travaillent dans l'appart-hôtel. Elles parlent toutes russes. Eh bien, c'est comme Miami russe. On parle de combien tout est cher en France et comment un russophone peut trouver un emploi à Monaco en une journée. Même les pauvres foulent certainement le tapis rouge. Je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Et tout ça, eh bien, c'est comme un bonus. Ça s'est si bien goupillé. En même temps, j'essaierai de comprendre d'où viennent tous ces sans-abri à Nice et je vais parler avec un Biélorusse qui s'est retrouvé sans abri et a perdu 33 kilos. C'est du stress, c'est des nerfs, c'est la vie dans la rue. On m'a frappé si fort que je suis resté allongé par terre, baignant dans mon propre sang. Un canapé qui a été jeté et je me suis couvert avec le matelas de ce canapé et je dormais. Et en plus, je vais galérer avec les transports en commun. Je vais dîner avec les rats sur la plage de Nice et je vais découvrir ce que notre jeunesse fait aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites avec des drogues là-bas? Oui, il y en aura beaucoup plus dans cet épisode. Alors abonnez-vous sur YouTube et Instagram. Et c'est parti! Vous pensez que je me suis juste réveillé aujourd'hui à 6 heures et que je suis déjà en route pour le train? C'est juste le matin. C'est le seul moment où l'on peut tranquillement filmer du contenu dans la rue, légèrement. C'est moi qui prends le train pour Nice tôt le matin. Je n'ai qu'un seul arrêt ici. La Côte d'Azur en France s'étend sur 300 km le long de la mer Méditerranée et on l'appelle parfois la Riviera française. Ici, la saison balnéaire est longue. L'hiver est doux et c'est très beau. Nice est la grande ville de la Côte d'Azur. Ici, il y a le plus de migrants. Je suis venu voir comment vivent les nôtres. Il y aura aussi des pierres, Monaco, Menton, Villefranche et Beaulieu, mais un peu plus tard. D'abord, la promenade de Nice. Ici, on l'appelle la promenade. 8 heures du matin, à Nice, il fait déjà chaud pour tout le monde se baigne. Regardez, les gens prennent déjà leur douche et rentrent chez eux. 8 heures du matin. Alors que chez nous, tous vont au travail, ici, tous se détendent. Même ceux qui doivent travailler, ce gars-là, ça fait déjà 10 minutes qu'il peint le même endroit tranquillement. Le matin, les cafétérias sont pleines, même dans un quartier résidentiel où je suis venu discuter avec une fille d'Ukraine. On peut voir ici des gens qui boivent leur café du matin, des ouvriers simples qui profitent avant une journée difficile. Ce gars-là ne perd vraiment pas espoir de gagner à la loterie et de ne plus jamais travailler. C'est Nastia. Dans l'ensemble, elle aime le quartier où elle vit ici, mais elle se souvient de sa ville natale, Kharkiv, comme d'une ville plus propre. Mais le soir, les bandits ne traînent pas. Ici, ces petits endroits ne sont vraiment pas très bien. Astia est chimiste et vit dans une sorte de foyer. C'est vrai, c'est très différent de nos logements délabrés. Fond commun, parmi les voisins d'Astia, il y a non seulement des étudiants, mais aussi des enseignants et des doctorants avec leurs familles. Ça s'appelle le Welcome Center. Il est destiné aux étudiants, aux doctorants et aux nouveaux employés de l'université. Il est proposé pour un mois, pour les nouveaux, étudiants étrangers venant d'autres villes, étrangers. En fait, ce n'est pas gratuit, mais nous avons eu de la chance le premier mois. Nous avons vécu ici gratuitement. Maintenant, je ne suis plus vraiment étudiant, je suis ingénieur, mais je loue un appartement ici à des prix étudiants. C'est très très avantageux. Maintenant, Astia paye 400 € son studio. Étant donné la proximité du centre, c'est pas cher.
Dedans, il y a une petite cuisine et un ventilateur pour lutter contre la chaleur. Mais bientôt, on va lui demander de partir. Et elle a déjà repéré un appartement à 650. Oui, je vis ici toute seule. Dieu merci. Un studio, une mini-cuisine. Ça me suffit. Une table, un lit, en gros, tout le nécessaire pour vivre est là. J'ai acheté ce ventilateur moi-même. J'avais beaucoup de fleurs ici, mais personne n'a survécu dans ce four. Il fait très chaud? Moi aussi, je vais certainement le faire. Eh bien, pour certains, c'est une question de temps. Le week-end, le matin, dans la première moitié de la journée, j'essaye toujours aller se poser à la plage parce que le soleil brille juste à travers la fenêtre. Quand ça passe le zénith, alors c'est déjà plus facile. Ici à Nice, mes anciens collègues travaillent. Et quand il y a eu un poste vacant ici, on m'a écrit, on m'a proposé, j'ai envoyé mon CV, j'ai passé un entretien. Et maintenant, je travaille comme chimiste ici, à l'Institut. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si j'avais fui la guerre en venant ici et que je cherchais déjà un emploi. Je savais où j'allais, pourquoi j'y allais, ce que j'allais faire ici. Si ce n'était pas pour la guerre, je ne serais pas partie parce que ça a coïncidé exactement ce jour-là quand j'ai appris que notre maison avait été détruite, que rien n'est resté chez mes parents, chez moi. Dans ce sens, dans le Donbass? Oui, Nastia a déjà fui la guerre. 2 fois. Et maintenant, elle parle de sa maison dans la région de Louhansk, d'où elle est partie en 2014. J'ai pris la décision de déménager en France, juste un jour. J'ai compris que j'étais arrivé dans un endroit magnifique ici à Nice, quand j'ai repris mes esprits. Je ne me suis penchée sur la destination. Quand je suis montée dans l'avion pour venir ici, j'ai eu un choc en voyant la mer et les montagnes. J'avais pour objectif de travailler. Je vais travailler et je vais gagner de l'argent. Et tout ça, c'est comme un bonus. Ça s'est si bien goupillé. Quel est ton salaire? 850 euros. 400 par pour le logement, et donc avec 1350, t'arrives probablement à économiser pas mal. D'une part, j'économise, d'autre part, j'essaye d'aider ma famille. Je n'ai nulle part où retourner, mais j'aimerais revenir à Kiev, bien sûr, idéalement, et sans aucun doute. Kharkiv est vraiment la plus belle ville du monde. Il est beau, il est moderne, il est propre, contrairement à Nice. Elle dit qu'à Nice, travailler quand tout le monde détendre n'est pas si simple. J'avais l'impression que c'était seulement nous qui travaillions à l'Institut, tandis que toute la ville était juste propre. On le remarque même, si à Kharkiv le matin c'est l'heure de pointe, tout le monde court. Ici, tout le monde est tellement détendu. Ils sont si calmes, et toi tu cours. C'est comme si tout le monde était immobile et toi tu cours. Réfugiée, Nastia a des avantages. 50% de réduction sur les transports. À part ça, elle dépense peu, même si elle ne fait pas attention à son budget. Les courses, pour une semaine, coûtent 50 euros. Je ne peux pas dire que c'est vraiment économique. J'essaye de compter que c'est plus ou moins utile, bien que j'ai maintenant un pot de Nutella. Je ne peux pas dire que je fais vraiment attention, que je compte. Il vaut mieux ne pas convertir les prix en hryvnias ukrainiennes. Juste au centre de Nice, il y a une colline, dessus, il y a un parc. C'est un endroit vraiment génial pour découvrir la ville pour la première fois. On peut monter en ascenseur, dont la cage est taillée directement dans la roche. Mais il y a trop de monde. Je ne peux vraiment pas dire que j'aime monter les escaliers, mais depuis cette tour, on a la vue la plus reconnaissable de Nice. Il faut prendre une photo là-bas. On peut voir sur le tableau à quoi ressemblait Nice depuis ce point en 1979. Elle a changé, mais pas de manière fondamentale. Je ne comprends pas. L'hôpital avec les blessés, je ne vois bien sûr pas ici. Et les champs ont été un peu construits. À côté, il y a des yachts avec des touristes. Et aussi une affiche sur le patrimoine historique de Nice, où se trouve une église russe. Ici, j'ai rencontré Annie. Elle est venue avec ses parents de la région de Moscou il y a 15 ans. Peux-tu me dire un peu plus en détail comment tu t'es adaptée ici, en tant qu'adolescente en 2008? Et tu te souviens, à partir de ce moment-là, je ne voulais vraiment pas apprendre le français. Je ne voulais pas parler, bien sûr, avec des Français. Je voulais rentrer chez moi. Mais assez rapidement, Annie a commencé à se sentir française. Elle a terminé ici ses études secondaires et universitaires sans jamais retourner en Russie. Ce n'est pas que je m'y sois habituée, mais j'ai trouvé ce style de vie en France, cette possibilité de profiter du moment. C'était pas comme ça en Russie. Enfin, c'est mon avis. Ça, en Russie, il n'y avait pas
Eh bien, à mon avis, oui. Quand as-tu été là dernier? En 2008, je n'ai plus pris l'avion. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. Comment? Ça? Eh bien, rien de spécial. Donc, tu es en train de me dire que tu prévois de voler en Moldavie? Oui, pas en Russie. Eh bien, j'y suis allée pour la Moldavie. Alors, tu es plus française ou russe? J'ai en fait vécu plus longtemps en France qu'en Russie. Et pour toi, la Russie, c'est quoi maintenant? Eh bien, ça reste quand même l'enfance. J'ai vécu en Allemagne et quand je suis rentrée, c'était comme, tu sais, un soupir de soulagement. C'est bon, je rentre chez moi. Génial. En ce qui concerne la nourriture, bien sûr, et l'atmosphère, parce que tu te balades tranquillement, les gens te sourient, sans raison. Avec une formation économique française, elle a facilement trouvé du travail ici. Je travaille juste ici, au port. J'envoie les finances et leurs impôts en France. Les clients de l'entreprise sont principalement des propriétaires de yachts américains. Les riches de la CEI préfèrent davantage Monaco. D'ailleurs, amarrer un yacht à Nice, c'est comme avoir un parking gratuit à 2 € de l'heure. C'est très cher. Eh bien, principalement des Américains chez nous, en tout cas. Il y a différentes entreprises, mais chez nous, ce sont surtout des Américains. Monaco est plutôt russe, mais nous avons des Américains. Eh bien, alors combien ils paient? Beaucoup. Par exemple? Tu avais à peu près une idée, voilà, pour un yacht de taille moyenne, on peut payer 10 000 € par jour. Pour quelle période? Ils peuvent donc payer par jour, jour, oui. Ils peuvent, eh bien, dépenser beaucoup d'argent même, tu sais, il y a des sommes qui tournent autour de 130 000 € par semaine. Aujourd'hui, Ania devait avoir une journée de travail, mais l'entreprise lui a accordé un jour de congé. Elle considère la France comme le pays le plus confortable en termes de travail. Il y a une statistique qui dit que certainement les Français, ils y travaillent. Pour moi, mais ils sont beaucoup plus productifs à l'heure. Il trouvera tout de suite des éléments similaires dans l'architecture, et tout ça parce que toute la Côte d'Azur a longtemps été italienne. Vous pourriez être surpris, mais en ce moment, il n'est pas courant pour les Européens de se battre pour leurs anciens territoires. La vieille ville n'est pas l'endroit le plus propre de Nice, mais ici, il y a un marché aux poissons pas chers et de très bonne qualité. C'est pourquoi les chats ici sont toujours bien nourris et les pigeons sont simplement regardés paresseusement. Ces petits cafés seront pleins pour le déjeuner. Ici, il y a la Croix-Rouge qui aide les réfugiés, et ça, c'est une boulangerie. Zelinska. J'ai juste remarqué le nom. On remarque aussi le linge étendu partout. On le sèche dehors parce qu'à l'intérieur, c'est déjà humide. Et il fait aussi terriblement chaud, car il y a une interdiction des climatiseurs ici. La partie centrale, et le problème, c'est quoi? On ne peut pas installer de climatiseur selon la loi, pour ne pas casser, pour ne pas percer des trous dans le mur. L'option est de mettre un climatiseur portable. Voici à quoi ça ressemble de l'intérieur. Tout le monde a entendu parler de Cannes, et c'est vraiment une ville très agréable et luxueuse. Il est 10 fois moins peuplé que Nice. Ici, tout est plus cher. La ville semble plus propre et riche, même depuis la fenêtre du bus après le train. Des yachts, une Porsche verte avec un numéro étrange, un casino et ce fameux tapis rouge de Cannes où il y a toujours une file d'attente de ceux qui imitent les stars du cinéma. J'y ai déjà mis les pieds une fois. Alors passons à autre chose. C'est la périphérie de Cannes. Véronique a vécu à New York et récemment, elle travaille ici dans l'immobilier. Elle aide les clients à investir tout en s'occupant aussi de la location. Elle s'est installée dans un complexe résidentiel où il y a beaucoup de nos compatriotes. Nous avons un parking privé. C'est de ce côté-ci. Ici. Le plus intéressant, c'est que 95% des voitures dans le parking ont des plaques ukrainiennes. Donc nos clients, ce sont de très bons clients. Ukraine, il y a plusieurs clients moldaviens. Nos compatriotes ont un bon goût. À distance de marche, il y a un club de yacht, des cours de tennis et des clubs de sport. Pour les riches, il y a un terrain de golf où l'adhésion coûte 15 000 € par an. Et nos gens sont plus simples, ils utilisent des astuces et profitent presque gratuitement. Tu viens simplement au casino, tu prends un jeton, c'est $1 et c'est tout. Autrement dit, avec cette astuce, tu vas à la plage, moi, là-bas, ils offrent des boissons gratuites, c'est tout. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment bien là-bas et ils ont des parasols gratuits. Quand tu arrives ici depuis Nice, c'est un autre pays. Hier, je suis arrivée de Monte-Carlo et j'étais encore malade à cause de l'annulation des trains.
Et juste en entrant ici, je dis merci Dieu. Un studio comme ça coûte environ 150 € par mois. Pour nous, c'est entre 1000 et 1100. Lors de l'achat d'un tel appartement, eh bien, par exemple, regardez, ce studio coûte 150 000. La transaction est gérée par un notaire et en gros, en plus des services, il faut absolument payer une taxe au notaire pour nos services. C'est environ 8, 9 ou même parfois jusqu'à 10%. Qu'est-ce qui rend ce complexe ici différent? Tel que quand tu montes dans l'ascenseur, il y a des expressions faciales très agréables à voir, internationalement parlant, et bien principalement russes et Ukraine. Dans ce bâtiment en particulier, il y a même une femme de ménage qui travaille dans l'appart-hôtel. Et ils parlent tous le russe. Il y a peu de Français? Non, nous avons les nôtres. Nous avons même toute la direction, ceux qui sont en bas, les managers qui s'occupent de l'hôtel, sont russophones. Peu importe d'où ils viennent, même d'Italie, ici nous n'avons pas de Français. En gros, le quartier est vraiment sympa. Je peux même dire que ça me rappelle un peu, comme un Miami russe. Quoi qu'il en soit, tout le monde n'aime pas vraiment vivre ici en permanence. Plus les réfugiés sont riches, plus ils ont envie de retourner en arrière. Pratiquement tout le monde attend que ce marasme se termine pour rentrer chez eux. Donc personne ne veut vraiment rester, même la famille qui voulait acheter. Tout est payé jusqu'à la fin octobre. Maintenant, je vais juste aider un autre client. Ils ne peuvent tout simplement plus et retournent à Kiev. Principalement ceux qui veulent rester ici, ceux qui sont restés, ceux qui n'ont rien, ils sont arrivés, ils n'ont rien, on leur a donné cette aide, ils vivent avec cette aide et ils ne travaillent pas non plus. Véronique assure que si on le souhaite, on peut dépenser très peu. À Nice, par exemple, dans différents supermarchés, tu peux acheter du fromage pour 5 €. Et ils ont des sections comme ça. Dans ce magasin, tu arrives, il coûte 1,50 € ou 1,10 €, enfin, dans le sens où c'est un 10. Donc, ils ne se distinguent pratiquement en rien. C'est-à-dire qu'ils ont des produits de qualité en France et il n'y a pas de sens à acheter celui-ci à 5. Ensuite, à Nice, il y a plusieurs magasins qui donnent de la nourriture gratuitement. Véronique a même des connaissances qui ne dépensent absolument rien. En comprenant comment fonctionne l'État socialiste français, il ne s'agit pas de réfugiés, mais de simples migrants. Écoute, tu achètes ça, nous, ici, tout est gratuit. Il dit, comment ça? Il dit, nous allons y aller avec vous, dommage. Je dis, je ne veux pas faire la queue avec vous. Il dit, tu ne comprends pas. Et ils ont commencé à me compter, mais je ne peux pas prendre le train sans payer pour le billet. Je ne sais pas. Non, une fois je suis montée avec eux, oui, je ne sais pas, je ne peux pas. Ils ont commencé à me dire combien ils économisaient ici d'argent. Et là, ça fait des sommes comme ça. Ils ne paient pas pour le train. Ils prennent le train, ici même, jusqu'à Paris. Et ils ont une méthode où, en fait, quand ils montent, en réalité, il faut aller dans certains de ces wagons. En fait, en réalité, il faut courir vite. Ils arrivent à temps, vivent sans travailler. Ils réussissent à arriver à temps. Pas seulement les amis de Véronique s'habituent à vivre sans travailler, et au final, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans la criminalité. Je peux dire qu'à Moscou, c'est un peu l'argent et tout, mais il n'y a pas un tel niveau de vol qu'en France. Et ici, bien sûr, avec les vols, ça a vraiment été terrible. Et ils ont volé trottinette. Oui, ils ont volé le scooter. J'ai acheté un scooter. On m'a dit, ici chez nous, ils disent d'achète un scooter pour 300 €. De toute façon, ils vont le voler. Non, j'ai acheté celui à 700 qui va jusqu'à 25 km. Et j'ai acheté à Decathlon. Et j'ai acheté un cadenas pour ça à 50 €. On ne peut certainement pas le couper. Avec le cadenas? Oui, je ne sais pas où je l'ai installé. On l'a volé, c'est partout. Je l'ai mis en avant. Je suis arrivée dans ce magasin, Sarah, au centre de Cannes. Il y a une bijouterie et un poteau. Et il y a un gardien. Le poteau et le gardien se tiennent là, avec ce cadenas. Voilà, je sors de la rue, le scooter, il n'est pas là. Oui. Et je suis entrée dans le commissariat, là au coin. À quoi le policier a haussé les épaules et a dit le numéro de série du scooter? Je dis, je ne sais pas, numéro de série. Nous avons 15 motos qui se font voler par jour. Les cadenas. 15 par jour de scooter. À Cannes. Puis ils ont volé le téléphone le plus cher. Et comment ils font? D'ailleurs, on m'avait déjà prévenu avec le téléphone. Je suis descendue du train à Cannes. Je suis arrivée et je parlais au téléphone. Et donc ce petit sac, oui, je marchais ici, sans trottinette, sans rien. Et juste au moment où nous sortons, quand il y a les feux de signalisation, j'ai posé mon téléphone. Ils ont ouvert mon sac, puis ils l'ont refermé. Ils ont ouvert délicatement. C'est un travail si délicat, mais j'ai mon dernier téléphone. En plus du fait qu'il coûte très cher, il y avait juste des fichiers. De plus, la voiture d'un ami de Véronique a récemment été cambriolée. Ici, ils frappent une voiture. J'ai un client,
dans une Porsche à Canaboca. Tous les moments amusants des voyages ne se retrouvent pas dans la vidéo, surtout pas dans les photos. Je les publie sur mon Instagram et je les garde là dans mes stories à la une. Vous pouvez également voir sur mon Insta dans quel pays je tourne en ce moment. Et en fait, c'est là que je réponds plus souvent aux messages, donc n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera plaisir. Je suis arrivé à Monaco depuis Cannes. C'est un peu comme un pays à part avec ses propres lois et un prince. Mais il n'y a pas de frontières ici. Le principauté, comme vous le savez, est petite mais très riche, ce qui est évident avec les filles en robe de soirée qui descendent directement du train sur le tapis rouge, même les gens pauvres. Et moi je me considère comme pauvre à Monaco. Marche sur le tapis rouge, on pourrait penser que presque tout le territoire de Monaco n'est que des rochers difficiles d'accès, mais la terre ici est tellement chère, ce qui est construit. Chaque morceau, ici il y a plusieurs étages. En bas, juste en sortant du métro. En haut, c'est aussi construit sur des dizaines d'étages. Là-bas, il y a un gratte-ciel. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment utilisé chaque centimètre, même la pente raide. En à peine 5 minutes à pied, je suis arrivé à Monte-Carlo. C'est un peu comme un quartier de Monaco. Il y en a seulement 10 ici. Le principal divertissement gratuit à Monaco pour les pauvres, c'est d'arriver au casino de Monte-Carlo et prendre une photo. Encore, si vous avez de la chance, vous pouvez prendre une photo juste à côté d'une voiture très chère, comme une Lamborghini ou une Ferrari. Il y en a ici plus que d'habitude. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont des plaques ukrainiennes, tandis que les propriétaires des voitures russes, au contraire, ont enlevé le drapeau de la Russie, au cas où. Un peu à la manière d'un villageois, je marche. C'est un peu gênant, devant les gens riches. Il se trouve que je suis allé sur le bas-côté, et au final, je me suis complètement perdu. J'ai failli partir dans un autre pays. Il y a une particularité dans la navigation à Monte-Carlo. On peut arriver à un point sur la carte, comme je l'ai fait maintenant, mais se retrouver plusieurs niveaux plus haut. Et maintenant, il faut trouver comment descendre là-bas. Qui se retrouve à Monaco? Dans les restaurants, on ne se repose pas. Les prix au menu filtrent parfaitement les pauvres. Si, il y a quelques semaines, je fumais un chicha en Géorgie, à Batumi, pour 25 €. Et j'avais l'impression qu'on m'avait un peu arnaqué. Ici, le chicha coûte 110 €. On dirait que c'est, normal. Monaco. D'ailleurs, le même chicha juste au centre de Nice, mais pour 40 €. Allez, pour que nos chichas soient jaloux. Combien on peut gagner avec ça? Tout dépend de qui. Tout dépend de l'établissement où tu travailles. Ce que je fais, par exemple, c'est que je travaille maintenant dans 2 lieux, mais avant ça, j'ai en fait travaillé dans 3. Tu travailles dans 3 établissements. L'un d'eux, c'est que même moi, j'ai entendu parler, c'est le Bouddha Bar, mondialement connu. Combien il laisse là-bas? Un pourboire, aussi maximum. Il arrive qu'un client, s'il aime chicha, laisse 100 € pour boire. Donc le chicha coûte encore environ 120, 110, 130. André est arrivé sur la Côte d'Azur pour travailler comme DJ. Entre les événements, il travaille dans des restaurants et des bars. Monaco. En fait, j'ai trouvé un travail officiel en à peine un jour. Pour louer un logement, il te faut un contrat de travail et un compte bancaire. Et j'ai ouvert tous les sites nécessaires pour chercher du travail sur la Côte d'Azur, et ainsi de suite. Et il a trouvé une annonce disant qu'il cherchait quelqu'un à Te Karlovo, Monaco. Natalia. À Monaco, des voitures de luxe et des voitures rétro sont garées littéralement les unes à côté des autres. Voici par exemple une Bugatti. Il est difficile de dire précisément pour celle-ci, mais des modèles similaires coûtent plusieurs millions de dollars. C'est le budget d'une ville moyenne dans notre région. Ce moment où on parle de un cafard de rue a vu plus de luxe que moi, car j'ai remarqué que beaucoup de filles se baladent à Monaco pieds nus. C'est parce que le relief ici est trop escarpé, que ce soit en montée ou en descente. C'est difficile de marcher, je m'en fiche. Mais pour le fun, j'ai aussi marché pieds nus sur la piste de Formule 1. Sur les affiches, avec André, nous avons trouvé des inscriptions en russe. Et sur un banc à 5 h du matin, c'est une Ukrainienne. Avec sa fille, ils vivent gratuitement à Monaco et boivent du vin. Et maintenant, l'aîné raconte l'histoire de comment ils ont fui ici à travers la Moldavie. Et chez Yulia, il y a quelqu'un qu'elle connaît et il dit maintenant là-bas, des bénévoles vont vous accueillir, quelque chose comme ça. Eh bien, là-bas, un gars nous a pris en voiture, il est venu nous chercher avec nos valises, il sort, il est habillé en maillot et il dit « Les filles, c'est super ». Il dit « Entrez, tout va bien ».
On peut partir de Monte-Carlo à Nice simplement en bus, et ce n'est pas cher. Et ici, tout le monde ne se comporte pas de manière glamour. Alors, le gaz a d'abord mis ses jambes sur le siège à côté, et puis déjà, et sur le siège à côté de moi. Pour les 8 jours passés là-bas, en attendant à l'arrêt sous la chaleur, je l'ai maudite plusieurs fois. Par exemple, à quel point j'étais en colère lorsque j'ai perdu plusieurs heures à cause d'un emploi du temps incorrect. Je suis arrivé 20 minutes plus tard que ce que mon application indiquait. Au final, j'ai mis 3 heures pour revenir de Nice, ou Francia, avec un Quesh, j'aurais été plus rapide. La logistique des bus est bien développée à Nice, très bien. En ce qui concerne les trajets entre les jardiniers, c'est vraiment un problème. Parfois, il arrive qu'un bus soit complètement plein. Celui qui passe dans 1 heure peut arriver ou peut ne pas arriver. C'est-à-dire que c'est un vrai problème. Je préfère ne pas attendre la chaleur, donc je fais plus confiance au train. Quand tu regardes les cartes, un emploi du temps, horaire, prendre le train. Alors que faire? Prendre le train. Prendre un taxi de Monaco à Bellefranche la nuit coûte 90 €. Les trains sont vraiment beaucoup plus rapides et agréables. Même si c'est fréquent, il faut quand même changer pour prendre des bus afin d'arriver où il faut. Le train est plus cher que le bus, mais les réfugiés d'ailleurs voyagent gratuitement. Et toi, tu montres juste le passeport ukrainien et c'est tout. Oui, ici. Il n'y a pas de gare du tout, mais à Nice, à la gare, il y a un petit téléphone. Tu les appelles, tu dis que tu viens d'Ukraine et ils te demandent de montrer ton passeport. Je le montre et ils te laissent passer. Je suis sûr qu'en hiver, tout fonctionne bien. Mais en saison, le système ne gère pas le flux de passagers. Ici, les gens sont assis sur toutes les surfaces disponibles et la porte ne peut pas se fermer parce que les corps sont juste dans l'embrasure de la porte. À la gare de Nice. 1000 personnes, il y a probablement 2 trains qui sont arrivés et personne ne comprend quel train va où. Il n'y a rien d'écrit sur les trains. Sur le tableau. Eh bien, c'est probablement écrit correctement, mais personne ne comprend. Je doute, moi-même, de ce que je dois faire. À la gare de Nice, il y a souvent du chaos. Les gens ne peuvent pas entrer dans les trains et, en étant en retard, courent le long des rails. À Cannes, je me suis retrouvé dans une situation tout aussi désagréable. Le train est arrivé, celui sur lequel moi et des centaines d'autres personnes comptions, mais il n'ouvre pas la porte et le suivant arrive dans quelques heures. Le train que Google indique montre toutes les applications que tout le monde attendait ici. À la gare près de Cannes, eh bien, les portes ne se sont tout simplement pas ouvertes, il est juste parti. Il y a des problèmes techniques. Voilà, débrouillez-vous comme vous pouvez. C'est compliqué. On peut aussi rater son vol sans avoir eu le temps d'acheter son billet. Ici, je suis nerveux, parce que devant le train, ce groupe de gars n'arrive pas à comprendre comment fonctionne l'appareil depuis déjà 20 minutes, et l'autre à côté ne marche pas. Bien que beaucoup m'indiquent qu'on pouvait voyager sans billet en train, on peut quand même se retrouver avec des problèmes. J'ai vu de nombreuses fois par la fenêtre comment ils contrôlent les sans-billets, donc j'ai toujours fièrement montré le mien. Une carte pour un trajet coûte 1,50 €. Et si tu arrives à changer dans l'heure, je crois que c'est 70 minutes. Alors tu peux aussi prendre le tram avec la même carte. Voilà, j'attends le tram. Il vaut mieux aussi prendre un ticket pour le tram et le valider, parce qu'ici, les sans-billets se font régulièrement contrôler. C'est nous qui marchons avec Igor, 1,5 km jusqu'à la voiture, parce que se garer là où on veut, c'est rare. Il a décidé d'acheter la voiture ici en France parce que la ramener de Russie coûte plus cher. C'est plus simple de vendre en Russie et d'acheter ici. On peut l'acheter facilement partout dans les salons, dans certains là encore, entre des mains privées. La procédure est compliquée. Ces rencontres... La procédure est compliquée. À un égard, ce qui est très difficile pour les Russes, avec un permis russe, obtenir une assurance pour cette voiture. Et sans assurance, tu ne peux pas la réenregistrer. Comment ça s'est réglé ? Eh bien, finalement, il y a certaines compagnies d'assurance spécifiques qui confirment en fait vraiment ton statut, combien coûte l'assurance par an. Principalement, c'est dans les environs de 800 000 €. Il y a beaucoup de transports sur la Côte d'Azur, mais peu d'espace. C'est pourquoi ici, ce sont les modèles compacts qui dominent, trottinettes électriques et vélos en libre service. Et il y a aussi beaucoup de scooters, extrêmes, mais pratiques. Juste devant moi, un gars, à scooter, s'est fait renverser. Il se dispute. Par ironie du sort, j'ai vu cet accident 15 minutes avant de rencontrer Denis, qui se déplace toujours en scooter. Moi, bien sûr. J'ai stressé un peu, mais j'ai compris que c'était le meilleur moyen de se déplacer dans la Nice surchargée.
Écoute, c'était un peu effrayant, mais je pense que c'est le meilleur moyen de transport pour Nice. C'est absolument sûr à 100%. Pour aller au centre et revenir comme ça prend 10 minutes, là où tu es maintenant. C'est tout simplement impossible. Je mettrai environ 1h30 pour y arriver. Denis a les genoux bien éraflés à cause des accidents, mais il reste quand même un fan de moto. Les genoux sont abîmés, tu es tombé de ton scooter? Oui, j'ai eu 12 accidents. J'ai eu plusieurs motos et quand j'étais plus jeune, j'ai eu pas mal d'accidents. Mais maintenant, c'est différent. Eh bien, tu viens de Lettonie, c'est là que Tsoï a eu son accident. Sérieusement? Lettonie? Je ne sais pas. Oui, près de Jurmala. C'est cool. J'étais à Jurmala. Moi aussi. Je vais gagner. Je vais voir au final. Malgré son amour pour les scooters, Denis travaille avec des voitures à Nice. Je n'ai pas pu louer une petite voiture sur la Côte d'Azur en saison. Selon Denis, en hiver, les prix chutent presque de 3 fois. Mais en été, c'est difficile de trouver une voiture même pour le week-end. En hors saison, ça peut coûter environ 250-300 €, même moins par personne. Et maintenant, elle peut coûter 500-600. Pour un week-end. Et même 500. Je louais la voiture. Pour 3 jours. Rien, juste des 1500 € surnaturels. Bien sûr, les prix sont très élevés cette année. Quelle a été la fourchette de salaire à Nice? De combien? Il faut toujours commencer par quelque chose. J'ai commencé par le bas, disons ça. Et j'ai atteint 4,5. Le mois le plus riche, jusqu'à 4,5, c'est sans tous les impôts, sans taxes, tout à fait, donc net. Et combien ça coûte de vivre en général? Un mois, pour que ton enfant naisse, les dépenses ont augmenté. Je te le dis honnêtement, je n'ai pas compté, la vie coûte cher en Europe. 100 coûte cher à Nice, c'est encore plus cher, même. L'assurance pour la voiture coûte plus cher. À Nice, c'est plus cher que dans d'autres régions de France. Je pense que c'est normal de vivre simplement, de manière standard, environ 2000 par personne. 2000 par personne pour faire des voyages 2 fois par an dans certaines offres d'emploi, aller parfois dans différents restaurants et ensuite payer toutes les factures. Mais on peut aussi, j'ai vu des gens qui vivaient avec très peu d'argent. Je ne sais pas comment, je ne sais pas faire ça. Denise et sa femme sont arrivés de Moldavie, où ils retournent très rarement, et leurs parents vivent maintenant en Grèce. J'ai vécu en Moldavie jusqu'en 2006, à peu près, et ensuite, nous sommes partis à Athènes, en Grèce. Là, j'ai vécu 8 ans, environ 8 ans à Athènes, et quand la crise a frappé la Grèce, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une crise pendant plusieurs années, j'ai compris pourquoi je devrais attendre et endurer ça. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien volé. Je suis arrivé en France. Au début, comme pour n'importe qui, ce n'était pas facile. Mais avec le temps, je me suis habitué, je ne me sens pas chez moi. Nous sommes d'abord arrivés dans la ville. Nantes se trouve du côté de l'océan, en France. Comme des étudiants, nous y avons vécu environ 4 ans et nous voulions changer de vie déjà une fois. Nous avons changé de vie plusieurs fois, dans de nombreux pays. Et bien sûr, nous nous sommes arrêtés ici. Mais pourquoi sommes-nous venus ici? Nous sommes arrivés à Kent en bas et j'ai tout de suite compris que j'allais vivre ici, c'est-à-dire la mer, le temps, la chaleur. Ça m'a tout de suite plu. Oui, bien sûr, parce qu'à Nantes, il pleut, il y a un temps pluvieux. J'ai tout de suite compris, oui. Bien sûr, parce qu'à Nantes, il pleut. Il y a un temps pluvieux et... Eh bien, ici, la qualité de vie est certainement meilleure que dans d'autres parties de la France. C'est-à-dire, tout est à portée de main, 1 heure, tu fais du snowboard à la montagne, la mer est proche, l'Italie n'est pas loin. En fait, Denis est une personne internationale. Je suis né en Lettonie. Comme ma femme, il a la nationalité moldave et roumaine. Et au cours des 10 dernières années, les gars ont vécu dans différents pays. Cela mène souvent à des situations amusantes. La police m'a arrêté pour excès de vitesse aussi à moto et ils prennent mes documents.
Regarde, ils disent. Monsieur, ils disent que vous êtes né en Lettonie. Je dis, c'est ça, vous avez un passeport. Moldave. Je dis, c'est ça, vous avez un permis grec. Je dis oui, et ils ont commencé à rire. Donc en fait, je pense que tout est passé si vite. Maintenant, ils vont me laisser partir. Non, j'ai même payé 90 €. Qu'ils aient ri n'indique pas que tu as échappé à l'amende. Nous avons fait des passeports roumains. On aurait pu faire le même grec. Mais en termes de temps, c'était plus facile. C'était plus rapide de faire un passeport roumain. Nous l'avons fait en 2015. On a probablement fait des passeports roumains quelque part. Et librement, sans aucun stress, sans aucun problème. On vit, on travaille. Rien n'est nécessaire. Rien du tout. J'ai même demandé une fois peut-être un visa, tu sais. Visa, tu sais, en fait, un permis de séjour. Non, vous n'avez besoin de rien. On m'a dit, c'est bon, super. Ils accueillent les invités, les jeunes mariés déjà en français. Sur la table, il y a du vin, des crevettes, du jambon cru, un fromage très intéressant, de la charcuterie et du guacamole fait maison. C'était vraiment délicieux, j'ai presque tout mangé. Je dis que c'est toi qui l'as préparé et ça a débordé sur... Et le verre et la plume, l'apéritif, c'est un petit verre. C'est à 56 heures. Pour l'appétit, ils ouvrent une bouteille au frais, soit du blanc, soit du rosé. De là, des petites bouteilles, soit du blanc, soit du rosé. Il y a des gourmandises. L'enfant d'Oksana et Denis est né, déjà, en attente pour la crèche. Ici, les files d'attente sont telles que les parents inscrivent des enfants pas encore nés. Et parle-moi de l'enfant. Donc, j'ai entendu dire que tu lui chantes déjà en français. Il va parler français et aller à la crèche, à l'école là-bas. Oui, je pense que oui. Mais à la maison, la langue principale sera quand même le russe, probablement le roumain, et puis le grec. On ne veut pas trop le surcharger non plus. Le petit n'est pas allé à la crèche et il a 2 nationalités. Il pourra aussi obtenir un passeport français et l'enfant doit vivre ici jusqu'à 16 ans où il peut partir à tout moment, puis revenir pour le passeport. Il doit certainement vivre ici. Il doit probablement aller à l'école, ici. Dans une maternité, c'est gratuit. Oksana a choisi une clinique privée. L'accouchement coûte environ 5 000 €. Bien que l'assurance maladie ait couvert ce montant, ça a été gratuit. C'est dans cette même clinique qu'Angelina Jolie a accouché. Nous avions le même pédiatre, qui était très réputé dans notre région qu'elle. Et que fait le pédiatre? Tu as été suivi? Oui. J'ai été suivie. Oui. 12 jours? Combien de temps elle est restée ici, sur une immense plage à Kineta? Il a regardé ses chansons pendant 12 jours. Et chez nous, ce sont des pédiatres permanents qui ne font pas d'attente dans ce soin. Vous avez discuté d'Angelina Jolie? Oui, il a une telle photo accrochée. Je ne peux pas... Une photo où elle a signé. Brad Pitt est aussi vraiment cool. Il racontait en détail comment il entre très doucement et lentement, avec précaution, dans la chambre. Il est assis. Il joue à la PlayStation. Il mange de la pizza. C'est un gars vraiment simple. Oui, juste rien. Bien sûr, là-bas, ils ont des gardes du corps. C'était, mais c'est plus, en effet, pour que les tournages ne soient pas vraiment cachés. Denis m'a emmené au centre de Nice, évitant des collisions, en zigzagant entre les voitures qui avançaient, et parfois même en évitant des collisions. Le soir, habitants de Nice aiment s'asseoir sur la plage, dîner. Moi aussi j'ai fait ça, en prenant des amis, de la pizza et du vin. C'est une sorte de romantisme, vous savez, surtout quand les mouettes volent la pizza et que les rats s'approchent de plus en plus. Plus tard, des gars sont arrivés qui s'amusent à chasser ces rats. Avec Christina, nous passons devant un couple de sans-abri qui dorment sur un banc. C'est la promenade principale de Nice et il n'y a personne autour, pas même Christina, et ça ne me dérange pas. Je suis moi-même surpris que ça ne me dérange pas. Ils sont là, assis, ne dérangent personne, ne disent rien. Ils dorment tout simplement. Pendant la journée, on ne les voit pas vraiment. Буквально парочку я иногда вижу, они сидят, милостыню просят у супермаркета, но они это делают очень вежливо, очень тихо и сидят и встают. То есть остается только набережная. Je vois des gens qui vivent dans des voitures. Dans de petites berlines, il y a plusieurs personnes qui dorment clairement, avec des serviettes accrochées partout. Plus près de la fin de la promenade, on peut se garer juste à côté de cette belle promenade et ils garent leur voiture un peu près d'un banc.
Et là, les bancs sont souvent occupés le soir de temps en temps. Un pique-nique, ils mangent le soir, les enfants courent autour des bancs. Les sans-abri se rencontrent vraiment partout. Certains ont choisi Nice car il est confortable d'y être sans abri. Mais il y a aussi beaucoup qui sont devenus sans-abri involontairement. Serge a vendu son appartement en Biélorussie et est venu à Nice avec ses économies. Il s'est marié, mais après une dispute conjugale. Il a perdu son logement et a eu une affaire criminelle. C'est vraiment très difficile pour moi d'en parler, mais on m'a vraiment enfoncé dans le sol, on m'a frappé si fort que mes os craquaient. Eh bien, je ne me suis jamais fait frapper comme ça de ma vie. On m'a frappé si fort que je suis resté allongé par terre dans ma propre maison. Serge a été emmené par la police. Une affaire a été ouverte et il a été mis à la porte, lui interdisant de s'approcher de sa femme et de revenir chez lui. Il faisait froid. C'était exactement cette nuit-là que tu as dormi sur un matelas, non? Oui, j'ai trouvé un matelas dans la rue pas loin d'ici. Un canapé qui a été jeté. Et je me suis couvert avec ce matelas du canapé. Et je dormais. Et le matin, je me suis réveillé parce qu'il y avait un homme à côté de moi qui écrivait sur ce canapé. C'est horrible. Puis il est allé à l'hôpital, où d'une manière ou d'une autre, tous ses documents ont disparu pendant qu'il était inconscient. Maintenant, Serge attend son procès, où il risque 2 ans de prison et il essaie de récupérer des documents. Et comment puis-je travailler officiellement si mon titre de séjour a été volé, mon passeport a été volé, je ne peux travailler. Après avoir subi un tel stress, en 6 mois, Serge a perdu 33 kilos. Je pesais 99 800. Maintenant, je pèse 67 kilos, 600 grammes. Et ce n'est pas des régimes. Crois-moi, c'est le stress, c'est la vie dans la rue, c'est tout le reste. Tout ça a donné un tel résultat. J'ai 54 ans. J'ai donné environ un peu plus de 40 € quand je t'ai vu. Eh bien, tu vois les malheurs rajeunis. Oui, il y a des avantages. Dieu nous préserve de tels avantages. Les gens ne devraient pas se retrouver dans de telles situations. Néanmoins, même en ayant fait ces documents, Serge ne veut pas retourner en Biélorussie. Ici, il a dit faire des documents et retourner en Biélorussie. Quand je suis parti de Biélorussie, ma femme était parfaitement au courant. J'ai dit que je vends de l'immobilier. Je raye toute ma vie là-bas. J'arrive ici et je recommence tout à zéro. C'est-à-dire que je n'ai nulle part où retourner et personne vers qui retourner. Il n'y a tout simplement personne vers qui retourner dans ce pays. Je n'ai plus rien là-bas. Ce n'est pas pour tous. Sur la Côte d'Azur, les rêves se réalisent. Le simple fait de déménager dans un endroit beau et même riche ne garantit pas que tu t'intégreras facilement dans cette société et que tu vivras dans le bonheur. Et un verre de vin français peut même te tirer vers le fonds social. C'était la première partie de mon reportage sur le sud de la France. La deuxième sortira dans une semaine. Samedi 10h sur Vova Karmanov. Abonne-toi à YouTube et Instagram et ne rate rien. Bientôt.